Bonjour à tous. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a prononcé samedi 10 décembre son discours annuel sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Félix Antoine Tshisekedi a consacré une bonne partie de son discours à la situation sécuritaire dans son pays. Il a dénoncé les velléités expansionnistes du Rwanda. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Que retenir du discours du président congolais Félix Antoine Tshisekedi? En tout cas, ça n'a pas été l'état véritablement de la nation, mais c'est plutôt le contexte dans lequel le discours se tient. C'est-à-dire cette affaire du M23 soutenue par le Rwanda, qui a pris finalement une part non négligeable dans le discours qu'il a tenu. Et cela se comprend actuellement puisque c'est devenu un peu la menace la plus importante, aussi bien pour la République démocratique du Congo que pour le président de la République lui-même, qui est potentiellement candidat à la prochaine élection qui viendra très bientôt. Alors que si vous regardez les populations de façon générale de ces zones concernées, elles réclament pratiquement un chef de guerre pour venir combattre non plus le M23, mais même Le le Rwanda. Rwanda s'il le faut. Le président a pris le pouls de la situation et dans son discours, c'est vrai qu'il a parlé de 2023 comme étant une année électorale. Il a parlé des difficultés rencontrées, de quelques avancées qui ont pu être faites, mais le problème, le vrai, c'était cette affaire du M23 et du soutien du Rwanda. Il a même accusé le Rwanda de mener une guerre lâche dans son pays sous couvert du M23. Est-ce qu'aujourd'hui le Rwanda reconnaît son soutien à ce mouvement? Pas du tout. Ni le président Kagame qui, dans un discours, lui tenait carrément la thèse contraire en disant que non, Tshisekedi n'a qu'à régler ses problèmes et ne pas essayer de trouver des excuses pour reculer les élections. Malheureusement, l'argument ne marche plus parce que le président confirme que les élections vont avoir lieu en 2023. Le président rwandais a utilisé l'argument parce que certains groupes d'études avaient dit que les conditions n'étaient pas réunies pour organiser des élections. L'opposition craignait que le pouvoir veuille reporter les élections, puisque ce n'est pas l'élection présidentielle seulement en 2023. Finalement, avec ce discours, il a montré clairement que les élections vont avoir lieu. Il dit même quelque chose d'important. On ne dit pas non à un appui des partenaires techniques et financiers, mais nous avons déjà pris les dispositions pour financer les élections à 100%. Cela veut dire que généralement, c'est ce nerf de la guerre-là qui est le problème quand il faut organiser des élections. S'il est réglé, le reste, c'est des questions de logistique, c'est des questions d'organisation, ce qui veut dire que les élections vont certainement avoir lieu à date, ce qui fait que l'argument qui avait été utilisé par le président rwandais tombe carrément à l'eau ici, quand il a voulu montrer qu'en fait, c'est Tshisekedi qui essaie au contraire de faire sa campagne sur le dos du Rwanda. L'autre élément, les rapports sont là avec les Nations Unies, avec des groupes qui sont des groupes indépendants. Tout récemment même, on a eu une réaction assez curieuse de la France qui demande carrément au Rwanda d'arrêter son soutien Même des au États-Unis. M23, bon, etc. Bon, pour dire que de plus en plus, quand même, le fait que le Rwanda n'ait pas dit c'est nous, ce qui est compréhensible aussi, n'empêche pas aujourd'hui un certain nombre de pays de prendre pratiquement parti pour la RDC en demandant au Rwanda d'arrêter son soutien au M23. Le président congolais a également parlé du massacre des 28 et 29 novembre à Kishish, au nord Kivu. Alors, Mamadou, ce massacre, on en a beaucoup parlé. C'est quand même, ça fait quand même mal. Mais ça fait très mal. C'est que dans nos guerres, parfois, on se demande qu'est-ce que les gens respectent. Parce que ce qu'on oublie, même dans la guerre, il y a une réglementation, il y a un droit. Vous allez dire, à côté de la guerre, il y a ce qu'on appelle le droit international humanitaire. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas soldat, je ne porte pas des armes. En principe, je ne fais pas partie de la guerre, je ne dois pas pouvoir être une cible. Mais quand vous regardez les personnes qui ont été massacrées, puisque c'est l'expression qu'il faut utiliser, les Nations Unies recensent au moins 131 personnes. Ouais. Mais quand on voit ce que la RDC dit, c'est des centaines
de personnes qu'ils ont déclarées, parce qu'ils ne sont pas sur le terrain pour pouvoir faire eux-mêmes le travail, mais ils disent quand ils ont fait les recoupements avec les communautés qui étaient sur place, en demandant à chaque communauté de recenser ses morts, ce n'est plus 100, mais c'est plusieurs centaines. Alors que ces personnes qu'on a tuées n'étaient pas des personnes qui portaient des armes, qui étaient des militaires qui se battaient contre le M23 ou qui voulaient se battre à la place de l'armée de la RDC. Et dans nos guerres, ça fait partie malheureusement de ce fardeau qui est là, où des enfants, des femmes, des personnes âgées, des gens qui n'ont rien à voir avec la guerre, qui n'en veulent certainement même pas, se retrouvent en étant victimes, et surtout quand c'est organisé de la sorte, où sur 48 heures, plus de 100 vies sont prises comme ça, sans qu'il y ait une véritable motivation qu'on puisse comprendre. Alors, ferme sur la question, Félix-Antoine Tshisekedi a aussi félicité le Parlement qui, à travers une recommandation, a déclaré le M23 groupe terroriste et a interdit au gouvernement de procéder à l'intégration de ces combattants au sein des forces armées congolaises. Ce n'est pas à ce niveau qu'il y a un petit couac, parce que le président, jusqu'alors, Mamadou Diouf, refuse toute médiation avec ce groupe qualifié de terroriste. Oui, la posture est très forte, parce que pendant longtemps, on a vu plutôt le président Tshisekedi être dans le sens de la médiation, aussi bien avec le Rwanda qu'avec le M23, mais il avait dit, pour qu'il y ait cette médiation, il dépose les armes, il quitte les territoires qu'ils ont occupés. Parce qu'il ne faut pas oublier que le M23 se plaint également en disant qu'ils ont été trahis par la RDC, puisqu'il y a eu des accords qui faisaient que certains de ces soldats devaient être intégrés dans l'armée zaïroise, de la RDC plutôt, et cela n'a pas eu lieu. Donc quand ils parlent également, ils tiennent ce discours, ils rappellent qu'il y a eu des accords, mais ces accords n'ont pas été respectés. Maintenant, est-ce que l'Assemblée ne va pas trop loin en disant qu'il ne faut pas les intégrer dans l'armée? Parce que généralement, quand on règle ce genre de problème, c'est la démobilisation, c'est la réinsertion. Bon, un mécanicien, on peut le réinsérer chez les mécaniciens. Quelqu'un qui a pris les armes pendant je ne sais combien d'années, vous le réinsérez où? C'est dans l'armée. S'il bloque déjà la porte de la réinsertion, mais est-ce à dire que finalement, le président Tshisekedi n'est plus en train d'osciller entre la méthode forte et le dialogue, mais qu'il se décide maintenant lui aussi à aller vers la bataille? La question est pertinente, puisque on a vu l'appel à la mobilisation des jeunes, on a vu comment les jeunes ont répondu à cet appel à la mobilisation. Est-ce qu'il s'est dit que ce n'est plus la peine de négocier avec le Rwanda, ce n'est plus la peine d'essayer de négocier avec le M23? La seule chose qui reste, c'est ce que déjà certaines populations de ces zones disaient, c'est d'aller dans le sens de les combattre sur le plan militaire, alors que ce n'est pas évident quand on veut vaincre le M23 soutenu par le Rwanda. Vous l'aviez dit tout à l'heure dans votre développement, malgré l'insécurité, 2023 sera une année électorale en République démocratique du Congo. Oui, ça ne sera pas une première. Le Mali, le Niger, le Burkina, on a beaucoup de pays qui ont organisé des élections dans ces conditions, parce que souvent il y a ce jeu entre le calendrier qui est là, électoral, la Constitution, et le risque de voir une opposition, comme on l'a vu dans un certain nombre de pays. Quand vous n'organisez pas les élections, ils disent, mais attendez, vous n'avez pas organisé les élections, à telle date, le mandat du président se termine. Si le mandat du président est terminé, on ne reconnaît plus le président de la République. Et ça crée quand même une certaine difficulté le plus souvent. Je me dis que dans les stratégies de Tshisekedi, il y a cela. Vous avez une opposition qui est là, en particulier avec Fayoulou, qui ne lui laisse pas d'espace. Martin Fayoulou. Bon, il ne veut certainement pas donner d'arguments à ces gens, puisque les gens avaient déjà commencé à le soupçonner de vouloir prolonger son mandat en prenant comme excuse les difficultés actuelles pour reporter les élections. Ben, cette fois-ci, ça va être très clair. Il va terminer son mandat et remettre le mandat en jeu à travers l'élection présidentielle. Maintenant, la véritable difficulté, même quand on organise des élections, il va falloir voir les zones où il n'y aura pas d'élection. De quelle zone il s'agit? Quelle est la quantité de population qui se trouve? Le M23 n'a pas encore pris Goma comme il l'avait fait en 2016.
Mais si vous regardez au niveau de Goma, vous avez à peu près 2 millions de population. Sans compter que d'autres populations ont fui les zones où se trouve le M23 pour venir se réfugier pour le moment à Goma. Mais c'est là où il va falloir voir, est-ce que sur la carte électorale, ça fait 10%, ça fait 15%, parce qu'en fonction du pourcentage, ça joue quand même sur la légitimité de celui qui va être élu, puisque une partie des Congolais de la RDC n'auront pas participé à son élection. Alors pour le président, tous ces défis sécuritaires n'auront pas d'impact sur ces élections de 2023. D'ici 2023, est-ce que le président n'est pas peut-être en train de penser que le M23 puisse arriver jusqu'à Kinshasa? Parce que c'est ça l'objectif. Pas peut-être Kinshasa, mais déstabiliser également d'autres régions de la République démocratique du Congo. Ben, je me dis qu'il compte peut-être sur la force régionale est-africaine qui est en train d'être mise sur pied. Il y a déjà le Kenya qui a envoyé des troupes. Et cette force demande au M23, après le sommet qui a été organisé, d'arrêter le feu, un cessez-le-feu, et en plus du cessez-le-feu, un retrait des zones qui ont été occupées. Et la force dit clairement que si le M23 ne respecte pas ces injonctions, ils vont débarrasser la zone du M23. Ben, pour le moment, on n'en est pas là, mais si le président Tshisekedi est assuré que d'autres pays amèneront leur armée en plus de l'armée de la RDC pour lutter contre le M23, il peut se dire que, mais attendez, d'ici les élections, on en aura fini avec le M23, avec les forces qui seront sur place pour appuyer l'armée de la RDC. Mais ce n'est pas évident parce qu'une guerre, en parler comme ça dans le futur, c'est extrêmement compliqué. On a vu des guerres où, dès le départ, on pense que bon, dans 3 jours, c'est terminé, ce n'est même pas la peine de se casser la tête. Ça n'a pas fait 3 jours, ça fait des mois ou ça a fait des années. Donc ce n'est pas évident, même si il a actuellement un soutien d'un certain nombre de présidents de la zone qui sont prêts à envoyer des militaires. Je crois que ce n'est pas encore évident, même si lui, aujourd'hui, il est dans la posture un peu du chef de guerre. Il ne peut pas, en tant que chef de guerre, envisager autre chose que la victoire sur le M23 et même une victoire avant la tenue des élections. On va jeter un regard sur la médiation conduite par l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta. Elle est à quel niveau, Mamadou? Ben, elle coince parce que la médiation a fait un travail que tout le monde disait mais c'était bien. Mais malheureusement, la réaction du M23 a été de dire je ne me sens pas concerné. Alors que quand on dit médiation, il y a minimum, il y a 2 parties. Et le résultat, pour que ça marche, il faut que ça soit un accord entre les 2 parties. Et ça fait partie de ce qui a renforcé un certain nombre de pays à vouloir soutenir le président Tshisekedi parce que le M23 a vraiment pas du tout joué le jeu par rapport à ces négociations. Le Rwanda, c'est la même chose. Le sommet a été convoqué, le président Tshisekedi s'est déplacé. Bon, on attendait le président rwandais. Au dernier moment, il s'est plutôt fait représenter par le ministre des Affaires étrangères. Ça posait également problème. C'est un sommet qu'on avait dit. Quand on dit sommet, on n'a pas besoin de demander qui vient. C'est le sommet qui vient. Le sommet, c'est le président de la République. Ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères. Et ça fait que même le Rwanda se met dans une posture diplomatique qui est quand même un peu compliquée dans cette situation parce que tout en niant sa contribution dans cette lutte que mène le M23, l'attitude du Rwanda, plus tout ce qui a été écrit, je pense à la dernière interview du secrétaire général des Nations Unies qui décrit les armes, qui décrit tout un ensemble de choses en disant que le M23 ne possède pas tous ces éléments. Ben, de plus en plus, il faut que le Rwanda accepte que leur discours, leur communication ne parvient pratiquement pas à convaincre grand monde. Autrement dit, toute négociation aujourd'hui, quand on voit l'allure des choses, est exclue entre Kinshasa et le M23, mais on peut toujours parler entre Kinshasa et Kigali. Tout à fait, puisque les 2 éléments sont différents. Kinshasa considère le M23 comme un groupe terroriste. De façon générale, quand on qualifie des gens de terroristes, la règle c'est de ne pas négocier avec les terroristes.
bien qu'à la pratique, il y a beaucoup de négociations avec les terroristes. Ouais. Pour le Rwanda, c'est plus compliqué. La RDC est déjà avec des groupes qu'on est en train d'oublier. Pendant longtemps, on est venu ici parler des ADF, puisque c'est eux qui perturbaient surtout. Avec le M23, c'est comme si le M23 a éclipsé les ADF qui sont là également. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ce problème n'a pas été résolu. Mais avec le Rwanda, c'est un autre État. Et comme je l'ai dit d'habitude, il ne faudrait pas qu'on nous amène encore en Afrique à un affrontement militaire entre deux États africains. On parle d'Union africaine, on veut mettre nos pays ensemble. On veut mettre nos populations ensemble. On parle de Zleka. On peut mettre ensemble nos petites économies pour devenir une économie forte. Mais si on se met à se faire la guerre les uns les autres, l'Union africaine, ça sera plus qu'une fiction. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir réaliser cette ambition qui, pour moi, est une ambition noble. Donc, de ce point de vue, il ne faudrait pas que l'Union africaine baisse les bras d'un point de vue de la médiation pour éviter effectivement qu'il y ait un affrontement entre le Rwanda et la RDC. Maintenant, pour ce qui est du M23, vous n'avez aucun pays au monde qui va accepter que même des citoyens du pays occupent une partie du pays pour en faire leur propre propriété, encore moins s'il y a des étrangers parmi eux, puisque la RDC est catégorique. Il y a des hommes, il y a du matériel qui vient du Rwanda, qui appuie le M23. En ce moment, la question de l'intégrité du territoire se pose et c'est pourquoi le président a appelé à la mobilisation. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et après on reçoit notre invité.